80%, c'est la part du stock américain d'intercepteurs THAAD qui a disparu en 5 mois de guerre contre l'Iran. Alors pourquoi le président des États-Unis vient-il seulement de l'apprendre? Et pourquoi a-t-il explosé de colère contre son propre secrétaire à la Défense? Non, c'est pas une simple sauterie de mauvaise humeur présidentielle qu'on va vous raconter ici. Ce que le Washington Post a révélé début août, c'est pas juste une engueulade à Camp David. C'est la preuve que Donald Trump a préparé la plus grande frappe militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, ses mots à lui, sans savoir que son armée n'avait plus les moyens de la mener. 2 questions vont vous rester en tête pendant les 10 prochaines minutes. D'abord, comment un président peut-il ignorer l'état réel de son propre arsenal? Ensuite, pourquoi son ministre de la Défense collectionne les scandales depuis 1 an sans jamais payer le prix, alors que d'autres autour de lui sont tombés pour beaucoup moins? C'est pas une histoire de missiles, c'est une histoire de mensonges en cascade, où chaque étage de la chaîne de commandement raconte à l'étage du dessus ce qu'il a envie d'entendre. Et pour comprendre où ça mène, on va descendre par paliers. D'abord la surface, ce qui a explosé à Camp David, ensuite le mécanisme, ce que révèle un rapport d'enquête que le Pentagone lui-même a essayé de retourner à son avantage. Et enfin la conséquence, ce que ça dit du commandement militaire américain aujourd'hui. Voilà la récompense immédiate. Avant qu'on aille plus loin, ce chiffre de 80% que vous venez d'entendre n'est même pas celui qu'on croyait il y a encore quelques semaines. Il était donné à 60%, il est monté à 80% en quelques semaines à peine. Alors revenons au début. D'après le Washington Post, la scène se passe le week-end du nez au 3 août 2026 à Camp David. Trump s'attend à valider ce qu'il appelle lui-même la plus grande frappe militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, une opération censée écraser ce qui reste des capacités militaires iraniennes. Sauf qu'au moment de passer à l'action, on lui annonce une réalité qu'il n'avait, semble-t-il, jamais mesurée. D'après CNN, qui cite plusieurs sources militaires directement informées, dont les journalistes Zach Cohen, Jim Suto et Haley Britsky, l'armée américaine a consommé 80% de son stock d'intercepteurs THAAD en seulement 5 mois de guerre contre l'Iran. Le THAAD, pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle, c'est le bouclier principal avec les missiles Patriot qui permet d'intercepter des missiles balistiques avant qu'ils touchent leur cible. Ce n'est pas juste un système américain. Il protège aussi des alliés du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et ce n'est pas tout. Le même reporting précise que les États-Unis ont aussi épuisé la moitié de leur stock d'intercepteurs Patriot. Pour vous donner une image concrète, l'armée américaine disposait d'environ 2000 missiles Patriot avant le début du conflit. Il en reste aujourd'hui à peu près la moitié. Ce n'est pas un détail technique réservé aux spécialistes de la défense. C'est le genre de chiffre qui, une fois qu'il atterrit sur le bureau du commandant en chef, change immédiatement ce qu'il est possible de faire militairement. Regardez bien ça, parce que c'est là que l'histoire prend une tournure différente. Selon le Washington Post, Trump aurait dit qu'il pensait que Exet avait déjà réglé ce problème de munitions. Sauf que un secrétaire à la défense ne répare pas un stock d'armement en quelques semaines, ça ne marche pas comme ça. Les chaînes de production d'un intercepteur Patriot THAAD se comptent en mois, parfois en années, pas en calendrier politique. Trump semble avoir cru une version simplifiée d'un problème structurel. Et c'est cette version simplifiée qui vient de lui exploser à la figure devant les caméras de son propre gouvernement. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est réglé. Trump s'est énervé, il a appris la vérité, l'affaire est refermée, on tourne la page, sauf que non. Parce que c'est pas la première fois que le nom de Pete Hegseth revient dans une crise qui aurait dû, sur le papier, lui coûter son poste. Et à ce stade, presque personne ne relève un détail important. Selon plusieurs médias, dont Times of Israel et Jerusalem Post, ce sont les chefs militaires eux-mêmes, à commencer par le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, qui ont dû s'interposer pour prévenir Trump qu'une frappe de cette ampleur laisserait littéralement les États-Unis sans défense antimissile fonctionnelle. Ce n'est pas Hegseth qui a tiré la sonnette d'alarme. Ce sont les militaires par-dessus sa tête. Et ça ne rappelle qu'une chose. C'est pas la première fois qu'un scandale grave éclabousse ce ministère sans jamais atteindre le sommet. Remontez avec moi à mars 2025. Des frappes sont menées contre les Houthis au Yémen. Et Pete Hegseth, sur l'application de messagerie Signal,
non sécurisé pour ce genre d'usage, détaille en direct les horaires et le déroulement de l'opération dans un groupe de discussion où s'est retrouvé, par erreur d'ajout, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic. Il raconte les frappes en cours presque comme s'il commentait un match de football. L'affaire est devenue célèbre sous le nom de Signalgate. Une enquête a suivi, menée par l'inspecteur général du Pentagone, et le rapport, publié en décembre 2025, est sans ambiguïté. Voici la formulation exacte du document qu'on peut traduire fidèlement. Le comportement de Hegseth a créé un risque pour la sécurité opérationnelle qui aurait pu se traduire par l'échec de la mission et un danger réel pour les pilotes américains. Le rapport précise que des informations non publiques du ministère de la Défense identifiant le nombre d'appareils engagés et les horaires précis des frappes ont été envoyés 2 à 4 heures avant l'exécution sur un réseau non sécurisé. Attendez, 2 à 4 heures avant l'exécution. Ça veut dire que si cette information était tombée entre de mauvaises mains, les forces Houthis auraient eu le temps de déplacer leur position ou de préparer une contre-attaque contre des pilotes américains en plein vol. Ce n'est pas une hypothèse d'un commentateur parano. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'un inspecteur général du Pentagone. Et voilà où ça devient intéressant. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a qualifié ce même rapport de, je cite, « totale exonération de Pete Hegseth », une exonération totale, sauf que le document qu'il commande dit noir sur blanc, l'inverse, un risque réel et documenté pour des pilotes américains. Le rapport reproche aussi à Hegseth d'avoir utilisé un téléphone personnel pour transmettre des informations sensibles et de ne pas avoir archivé ces échanges comme la loi fédérale l'exige. Le rapport ne l'a pas blanchi. Il l'a documenté, noir sur blanc, avec des horaires précis. Et c'est son propre porte-parole qui a menti sur ce que dit le rapport. Voilà ce qui ferme ce premier fil de l'histoire. Un système qui protège Hegseth non pas en niant les faits, mais en réécrivant leur sens à voix haute devant les caméras, en espérant que personne n'ira lire les 100 pages du document original. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes conservatrices. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Soyons honnêtes, 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Le rapport de l'inspecteur général dit lui-même qu'aucune information classifiée n'a été transmise au sens strict du droit de la sécurité nationale. Et Trump, publiquement, a démenti toute dispute avec Hegseth, affirmant rester, je cite, extrêmement content de sa performance. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, est allée plus loin en qualifiant toute l'histoire du clash de Camp David de, je cite, 100% fake news, jamais arrivé. C'est un argument réel, pas de fuite classifiée au sens légal strict, et un soutien présidentiel public et répété. Sauf que cet argument a une limite qu'il ne peut pas contourner. Le rapport documente un risque opérationnel réel pour des pilotes américains, peu importe l'étiquette de classification qu'on colle dessus après coup. Et la défense elle-même du Pentagone a dû admettre dans son propre rapport l'usage d'un téléphone personnel non sécurisé et l'absence d'archivage légal des échanges. On ne peut pas dire à la fois que rien de grave ne s'est passé et documenté dans le même rapport exactement pourquoi c'était grave. Ce genre de contradiction, ça ne s'explique pas. Ça se répète et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que pendant que ce dossier occupe les gros titres, un second chantier avance en silence dans les couloirs du Pentagone, celui des promotions militaires. Selon NPR, dans un article publié fin mars 2026, Pete Hegseth est intervenu personnellement pour bloquer la promotion d'au moins 2 officiers noirs et 2 officières au grade de général, une étoile dans l'armée de terre. NBC News et ABC News élargissent le tableau. Au moins 6 officiers au total ont vu leur promotion bloquée par une intervention directe de Hegseth, tous des femmes ou des hommes noirs, retirés des listes avant même que le Congrès n'ait à se prononcer. Ce n'est pas tout. Depuis sa prise de fonction, plus d'une quinzaine de généraux et d'officiers supérieurs ont été limogés ou écartés selon le décompte croisé de NBC News et The Hill, et la majorité d'entre eux sont des femmes ou des membres de minorités. Le général C. Q. Brown, chef d'état-major interarmée, pilote de combat respecté, afro-américain, a été limogé sans explication publique donnée.
L'amiral Lisa Franchetti, première femme à siéger au comité des chefs d'état-major, a elle aussi été écartée sans motif communiqué. Certains des officiers retirés des listes de promotion ont ensuite choisi de partir à la retraite plutôt que de rester dans un système qui venait de leur fermer la porte. C'est pas anodin ce qui se passe là. Parce qu'en clair, l'homme qui expliquait à Trump que le stock de munitions était réglé alors qu'il ne l'était pas, c'est le même homme qui, en parallèle, redessinait le visage du commandement militaire américain en écartant méthodiquement les mêmes profils. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que le Pentagone gère ces deux dossiers en parallèle, la conduite de la guerre contre l'Iran elle-même s'est révélée bien plus coûteuse que ce que les superlatifs officiels laissaient entendre. D'après les éléments rapportés par Bobby Jones de Midas Touch, qui reprend les points soulevés en audition parlementaire, l'opération baptisée Midnight Hammer a d'abord été présentée par l'administration comme un succès quasi total. Puis, quelques mois plus tard, il a fallu lancer une seconde vague de frappes, baptisée Epic Fury, ce qui contredit directement le triomphalisme du discours initial. Ce que certains avancent comme bilan reste à ce stade une allégation reprise par plusieurs commentateurs plutôt qu'un rapport officiel chiffré et confirmé. Environ 10 à 8 bases militaires américaines touchées en retour et 10 à 8 militaires tués, un chiffre que l'administration aurait cherché à requalifier administrativement pour en atténuer la portée politique. Ce qui est mieux établi, en revanche, c'est la fermeture partielle du détroit d'Ormuz et du détroit de Bab el-Mandeb pendant plusieurs semaines, avec un impact documenté sur le trafic maritime régional. Regardez la logique d'ensemble une seconde. Des intercepteurs Patriot qui coûtent chacun plusieurs millions de dollars, utilisés pour abattre des drones qui, eux, coûtent à peine quelques milliers de dollars pièce. Ça, c'est un rapport coût-efficacité qui ne tient pas dans la durée. Et n'importe quel officier d'approvisionnement vous le dira, c'est pas de la mauvaise chance opérationnelle, c'est l'absence totale de vision stratégique sur l'usage d'un stock qu'on savait déjà fragile. Ce même pas fini. Le 30 septembre 2025, Exet a convoqué à Quantico la quasi-totalité des amiraux, généraux et sous-officiers les plus gradés du pays pour leur expliquer en personne ce qu'est un vrai esprit guerrier. Des officiers qui ont mené la guerre la plus longue de l'histoire américaine, convoqués pour recevoir une leçon de discipline d'un ancien major de la garde nationale, dont le parcours personnel inclut plusieurs conduites en état d'ivresse et des accusations d'agression réglées à l'amiable devant un tribunal civil. Trop de généraux gras, disait-il en substance ce jour-là. L'ironie ne s'invente pas. Il poursuit une réforme de la culture martiale en écartant des officiers décorés sur des critères qui ressemblent furieusement à un tri par profil plutôt que par mérite. Et le même homme se filme en train de s'entraîner physiquement avec les troupes, en se faisant moquer publiquement pour sa forme. En clair, il joue au dur devant les caméras et il purge les carrières dans le dos des intéressés. Ce n'est pas la pénurie de missiles qui menace vraiment la carrière de Exet, c'est le fait que Trump, pour la première fois depuis 1 an, ait été personnellement gêné devant les siens. Revenons avec moi à la question du départ. Vous êtes venu pour un chiffre choc, 80% d'un stock de missiles évaporé en 5 mois. Vous repartez avec la preuve que ce chiffre n'était que le symptôme le plus visible d'un système bien plus large, un ministre qui a laissé fuiter des horaires de frappe, mettant en danger des pilotes américains, dont le propre porte-parole a menti sur le contenu d'un rapport officiel, et qui, en parallèle, a purgé le commandement militaire du pays selon des critères qu'aucune institution démocratique sérieuse ne devrait tolérer. Ce qui semblait être une simple dispute budgétaire entre un président et son ministre est en réalité la radiographie d'un système entier qui protège ses propres fautes tant que l'embarras reste privé. Cette impression que vous aviez peut être, en lisant les premiers titres sur le clash de Camp David, que quelque chose clochait dans cette histoire de munitions, elle était fondée, pas exagérée. Alors, qu'est-ce qui attend vraiment Pete Hegseth maintenant ? D'après Bobby Jones de Midas Touch, dont l'analyse rejoint plusieurs sources parlementaires, 3 scénarios circulent. Le premier, Trump le limoge purement et simplement, et Hegseth devient le fusible qui absorbe l'embarras d'un cessez-le-feu perçu comme un recul stratégique américain. Le deuxième, l'administration tente d'étouffer l'ensemble du dossier, comme elle l'a déjà fait pour Signalgate. Le troisième, et c'est peut être le plus révélateur, Hegseth reste en poste, mais sur le papier seulement mis sur la touche pendant que d'autres prennent les décisions à sa place.
Exactement comme cela s'est produit avec Tulsi Gabbard à la direction du renseignement national et avec Christine Noem à la sécurité intérieure. C'est pas un accident de gestion, c'est un schéma. Une méthode répétée, on garde la personne en place pour éviter d'admettre publiquement une erreur de nomination, mais on la vide progressivement de tout pouvoir réel. Le vrai problème, à mes yeux, dépasse largement le sort personnel d'un ministre. C'est la question de savoir combien de temps une démocratie peut fonctionner quand ses propres services militaires doivent contourner leur ministre de tutelle pour empêcher une catastrophe stratégique. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Parce que si ce schéma se confirme, ce sont les pilotes engagés sur des théâtres à haut risque, les alliés du Golfe qui comptent sur ces mêmes stocks de patriotes et de THAAD pour leur propre défense, qui absorbent le coût réel de tout ça, pendant qu'à Washington, on continue de parler d'exonération totale et de soutien présidentiel indéfectible. Cette histoire n'est pas terminée et la partie la plus intéressante commence probablement seulement maintenant. Si vous voulez qu'on continue à suivre ce dossier avec vous, abonnez-vous à la chaîne, parce que je ne compte pas lâcher ce sujet tant que la vraie décision sur Exets n'aura pas été prise.